Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence, que ce soit les organisateurs au niveau de la Fédération TEP et le comité local d'organisation pour d'une part, pour m'avoir invité, ça c'est la première chose, mais également pour l'organisation particulièrement réussie de cette conférence jusqu'ici, et je l'espère jusqu'à la fin de la conférence, jusqu'à la fin de nos débats. Alors avant de commencer, j'ai peut-être une précaution à faire, c'est-à-dire que lorsqu'on m'a demandé très gentiment de faire cette conférence invitée, m'a suggéré de faire une intervention sur les 3 thèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, l'emploi, l'éducation ou l'environnement. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, mes programmes de recherche ne portent sur aucun de ces 3 thèmes. Enfin, ont porté parfois sur ces 3 thèmes, porteront probablement sur certains d'entre eux encore, mais pour l'instant, c'est pas vraiment les thèmes sur lesquels je travaille. Donc ça, c'est la première précaution, et je vous demande de m'en excuser. Je vais présenter un travail sur une évaluation ex post d'une réforme des retraites qui a été la réforme de 2003. Je reviendrai sur son caractère, sur sa portée et sur les implications qu'elle a eues pour une catégorie particulière de fonctionnaires, les enseignants du secondaire, les enseignants de cycle secondaire des établissements publics. La deuxième précaution, et c'est aussi là aussi, je vais vous demander d'être indulgent, c'est le fait que mes transparences sont en anglais. Il se trouve que c'est un papier que je fais circuler en ce moment, que je présente dans différentes situations, séminaires, conférences à l'étranger, et donc il ne m'a pas été donné, je n'ai pas eu le temps de préparer, c'est vrai, je l'avoue, des transparents en français qui auraient certainement permis à beaucoup d'entre vous de suivre un peu mieux cette conférence. Ça va faire beaucoup, je vous avertis. 3e précaution, vous allez m'en vouloir, vous allez vous dire, mais pourquoi ont-ils choisi Denis Fougère comme conférencier invité pour ouvrir cette conférence, hein, il y a des aspects techniques dans cette évaluation. La plupart des évaluations, enfin, pour ce que j'ai pu en voir, la plupart des travaux qui vont être présentés durant ces 2 jours sont des travaux, certes, qui pourront vous paraître techniques, mais qui portent sur des méthodes d'évaluation ou qui mettent en œuvre des méthodes d'évaluation assez peu techniques relativement à ce que font les économètres habituellement, c'est-à-dire qui sont basés essentiellement sur des comparaisons de groupes témoins ou de groupes de contrôle qui bénéficient ou pas d'une intervention, qui sont disons, affectés par une réforme ou pas, à 2 moments précis ou au même moment. Là, en l'occurrence, la réforme que nous allons évaluer, par son caractère, par sa complexité, ne permet pas de mettre en œuvre, et je vais l'expliquer, ce type de méthode. Si on le faisait, on aurait des résultats... Enfin, j'ai fait une première évaluation de ce type sur cette réforme, j'en parlerai, mais elle ne permet pas de bien comprendre ce qui se passe avec une réforme qui met en œuvre des paramètres, d'abord une progressivité, vous le savez, et des paramètres extrêmement complexes. Et donc, pour ajuster au mieux ce type de réforme, il faut savoir exactement quels sont les paramètres qui jouent ou qui ne jouent pas, ou qui jouent différemment parfois, ou qui jouent dans un sens non attendu sur les comportements de passage à la retraite des agents, ici des agents de la fonction publique, et des enseignants en particulier. La dernière chose, c'est que je suis plutôt porteur, non pas de mauvaises nouvelles, je ne peux pas dire ça, mais de nouvelles assez contrastées et parfois, effectivement, pas forcément, vous le savez, pour ce qui concerne les retraites, c'est pas forcément... Bon, c'est vrai que beaucoup de politiques publiques donnent aujourd'hui l'occasion d'être évaluées par les chercheurs. Ces évaluations sont parfois, disons, mitigées. Mais pour ce qui est de la retraite, nous disposons, ou des réformes qui ont concerné la retraite en France, sujet extrêmement délicat. Les réformes en France concernant la retraite ont été lentes, progressives, difficiles à mettre en œuvre. Les oppositions ont été nombreuses, elles le restent. Des réformes nous attendent encore. Certaines sont déjà inscrites au programme de certains candidats, devrais-je dire, non pas à l'élection, mais aux primaires à l'élection présidentielle, la prochaine. Donc, c'est un sujet qui paraît peut-être passé parce que certaines de ces réformes sont anciennes, mais qui en fait courent et
je pense, va encore concerner nous allons le voir tout à l'heure, pour les générations qui viennent, va concerner des aspects de revenus assez importants et des difficultés peut-être de revenus au-delà de l'âge de la retraite assez importantes. Alors, lorsqu'on regarde bien sûr le panorama des réformes de la retraite, vous l'avez tous en tête, il y a 3 grandes dates, 1993, 2003 et 2010. 1993, une première réforme qui est mise en place, essentiellement concernant ici les salariés du secteur privé, faisant passer de 1993 à 2003 le nombre de trimestres requis ou d'années requises pour accéder à la retraite au taux plein de 37 ans et demi à 40 ans, premièrement. Deuxièmement, les années, les salaires pris en compte pour le calcul de la pension ne sont plus basés sur 10 années, les 10 dernières années, mais les 25 dernières années. Je vais très vite, mais juste pour donner ici l'ampleur de la réforme. Réforme qui passe, certes, bien sûr, avec quelques contestations, mais qui est acceptée. Pas beaucoup d'évaluation de cette réforme, une seule, dans le monde académique en tout cas. Je laisse de côté les travaux extrêmement sérieux, honnêtes, que fait et que continue de faire le Conseil d'orientation des retraites, qui guide le travail des décideurs, des gouvernements successifs sur le devenir de notre système de retraite, mais une seule évaluation académique venant d'un chercheur, Antoine Bozio, qui s'intéresse à l'élasticité, ce que les économistes appellent l'élasticité, c'est-à-dire l'évaluation du nombre de trimestres que les salariés du secteur privé, en moyenne, effectuent en plus à la suite de cette réforme. Et le calcul donne ici, pour un trimestre de plus, un trimestre de durée de cotisation requis en plus, 1 mois et demi de travail, de durée de travail en plus. Donc, en gros, une élasticité assez faible. On est loin du 1 pour 1. Et c'est un chiffre qu'on n'atteindra jamais dans aucune des évaluations qui ont pu être faites ici ou ailleurs d'ailleurs, en France ou à l'étranger, jamais du 1 pour 1. C'est-à-dire il faut le savoir, lorsque nos décideurs essaient d'une manière ou d'une autre, sauf à contraindre l'âge d'ouverture des droits, c'est-à-dire en gros l'âge de départ à la retraite, l'âge obligatoire de départ à la retraite, l'âge légal de retraite, à être augmenté, par un effet mécanique, bien sûr, les gens ne peuvent pas partir avant, donc évidemment ça augmente là. Eh bien, lorsqu'on essaie de les inciter ou de les désinciter à partir en retraite, ça ne marche pas forcément comme on le croit ou comme on l'attend. Et donc ça, c'est une des premières leçons qu'il faut avoir en tête. Donc la contrainte, ici, l'incitation, on verra dans quel cadre elle a été proposée aux fonctionnaires, ou la contrainte, sont peut-être des outils, des leviers qui permettent, tout autant que l'âge d'ouverture des droits, l'âge légal de départ à la retraite, d'agir sur l'activité au-delà de 60 ans. Alors, après cette réforme de 93, et puis l'échec que tout le monde a en tête de la réforme avortée de 95, en 2003, le gouvernement, le ministre François Fillon, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, décide d'égaliser, de mettre à niveau le système de retraite des fonctionnaires, des agents de la fonction publique, avec celui du secteur privé. On est encore à ce moment-là avec une durée de cotisation requise de 37 ans et demi, contre 40 ans dans le secteur privé. La loi décidera de faire passer de 37 ans et demi à 40 ans jusqu'en 2008 le nombre d'années requises pour l'accès au taux plein, et en même temps mettra en place un système incitatif et désincitatif à la fois pour que nos fonctionnaires, les fonctionnaires de l'État et les autres, fonctionnaires des hôpitaux, etc., hôpitaux et collectivités territoriales, devront
pourront continuer à travailler au-delà de, disons, de l'année où ils accèdent au taux plein, moyennant une surcote, un bonus si vous voulez, et on en donnera tout à l'heure l'évaluation exacte. Et puis également lorsqu'ils partiront après 60 ans sans avoir acquis le nombre de trimestres ou d'années nécessaires pour accéder au taux plein, auront une pénalité, une désincitation, diraient les économistes, qui va affecter leur taux de pension. Donc comment vont jouer ces trois paramètres, à la fois donc l'augmentation du nombre de trimestres d'années, de trimestres requis, la pénalité et la surcote. Évidemment, on le voit ici, la réforme est assez complexe, et ce qui la rend difficile à évaluer, c'est sa mise en œuvre progressive. Qu'il me soit permis tout de suite de vous présenter l'essentiel. Vous ne le voyez pas, malheureusement, je pense que c'est trop petit, je n'ai pas de possibilité vraiment d'agrandir, de zoomer. Mais sur ce tableau figure, alors après il faudrait tenir compte bien sûr de la réforme de 2010 dont nous n'avons pas ici, qui n'a pas été prise en compte dans ce tableau, puisque c'était les chiffres qui étaient retenus en 2003. On a trois colonnes intéressantes. La deuxième qui est le nombre de trimestres requis pour accéder au taux plein avec un départ, avec un âge d'ouverture des droits qui reste toujours le même, 60 ans, qui a été modifié par la réforme de 2010. Donc, et nous aurons aujourd'hui une intervention de Malik Koubi sur une première évaluation des effets de cette réforme sur l'activité des seniors, le taux d'activité des seniors au-delà de 60 ans. Vous savez que cette réforme a augmenté l'âge d'ouverture des droits, l'a fait passer de 2 ans, l'a augmenté de 2 ans, de 60 à 62 ans, de 2010 à 2012. Et donc sur ces trois colonnes, la deuxième, la troisième et la dernière, la cinquième, laissons de côté la quatrième pour l'instant, apparaissent les paramètres de cette réforme telle qu'elle était envisagée pour la fonction publique dès 2004. Donc en 2004, le nombre de trimestres requis, qui était jusqu'alors de 150, 37 ans et demi d'activité, passe à 152 pour atteindre 167 en 2020, pour devoir atteindre 167 en 2020. Donc 4 années, ce qui est considérable, significatif, 4 années de durée, 4 années et un peu plus, de durée de cotisation requise pour l'obtention du taux plein, en 16 ans. Troisième colonne, la décote. La décote, parce que c'est en fait une proportion de salaire, et je reviendrai sur la formule, une proportion, qui s'applique à la pension, un taux qui va affecter les fonctionnaires qui, après 60 ans, désirent partir à la retraite avec un nombre de trimestres ou d'années de cotisation inférieur à la durée requise l'année de leurs 60 ans. Donc, par exemple, en 2006, 56 trimestres étaient requis. La pénalité pour tout trimestre manquant était de 0,25%. Et on verra comment elle s'applique dans la formule du calcul de la pension. Certains d'entre vous le savent certainement parce que vous avez déjà eu peut-être les calculs de pension vous concernant. Enfin, dernière colonne, la surcote. La surcote, c'est là aussi une proportion, un taux qui va s'appliquer, qui va changer au cours du temps, qui va donc s'appliquer à la pension et qui correspondra à 0,75% de la pension pour tout trimestre travaillé au-delà de la durée requise pour obtenir le taux plein. Donc on peut rester au-delà de cette durée requise et percevoir cette surcote. Les taux sont faibles, vous le voyez ici, mais tout de suite la surcote a été calibrée pour être très supérieure à la décote, sauf à la fin de la période, donc à partir de 2015 jusqu'en 2020, où les deux, surcote et décote, atteignent le même niveau, 1,25%. Donc le principe ici est de pouvoir évaluer ce que ce système assez complexe, progressif,
de mise en œuvre de ces différents paramètres va avoir comme conséquence sur, premièrement, les taux de départ à la retraite. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, sur le montant moyen des salaires qu'il faudra verser en plus et éventuellement des coûts évités par cette réforme, des coûts évités pour cette catégorie de fonctionnaires, bien sûr, mais pas au-delà. Nous n'avons pas la prétention de le faire et nous n'avons pas les moyens de le faire au-delà puisque nous avons eu accès seulement à ces données. Je reviendrai sur ce point. Et troisièmement, comment, en imaginant que cette réforme a été la seule depuis 2003, et essentiellement je ferai l'exercice jusqu'en 2010, enfin je donnerai les résultats jusqu'en 2010 pour ne pas dévoiler ce que pourrait être, et nous n'avons pas fait, les conséquences de la réforme de 2010 et nous n'avons pas les moyens en réalité de le faire jusqu'en 2020, mais enfin on peut faire l'exercice jusqu'en 2020 avec les paramètres de 2004, donc les effets sur l'âge moyen de départ à la retraite. Et l'on verra là aussi que 4 années supplémentaires en 15 ans, 4 années supplémentaires de contribution de contribution requise, ça ne donne pas une évolution de la moyenne des âges de départ à la retraite qui est égale à 4, loin de là. Donc, au total, ce type d'exercice, lorsqu'on le fait, ne peut être fait que, premièrement, ex post, avec des données difficiles à collecter parce qu'elles ne sont pas dans le domaine public encore pour les chercheurs. Il faut pouvoir y avoir accès au travers des différents ministères qui gèrent ces pensions, ces systèmes de pension. Donc il y a un premier travail de collecte des données. Deuxième difficulté, c'est que ce travail ex post est un travail qui n'est pas un travail ex post comme d'autres travaux pourront être présentés durant ces 2 journées, 1 année ou 2 années après la mise en place d'une réforme. Il nous faut pouvoir observer des cohortes qui partent à la retraite sur potentiellement plusieurs années, voire 5 années. Et donc, ici, le délai de mise en place d'une évaluation de ce type-là est long. Troisièmement, pouvoir disposer également pour pouvoir évaluer correctement d'informations sur les cohortes qui n'ont pas été affectées par la réforme, donc avant la réforme, et suffisamment de cohortes qui ont été affectées par la réforme après la réforme, mais qui sont aujourd'hui parties en retraite, ou pour l'essentiel parties en retraite, pour pouvoir évaluer l'effet complet de la réforme. Donc on le voit, la difficulté est à plusieurs niveaux, et c'est au total un exercice qui va reposer, et ça a été pour nous un défi, parce qu'au départ on imaginait faire des choses un peu plus complexes, mais compte tenu du groupe, de la cible de la réforme, à savoir les fonctionnaires ici, compte tenu du fait qu'à ces âges-là, les revenus anticipés et les pensions anticipées par ces fonctionnaires sont connus, pas trop d'incertitude sur l'évolution des revenus, des salaires et des pensions à ces âges-là, compte tenu qu'il y a très peu, bien sûr, d'évolution vers le temps partiel, on le verra. Et ça a été une de nos surprises. On pensait que, à ces âges-là, pour cette catégorie de fonctionnaires, le temps partiel était plus fréquent. Et enfin, compte tenu je dirais, d'un certain nombre d'incertitudes que l'on peut, malgré tout, notamment sur les probabilités de survie, que l'on peut, malgré tout, contrôler avec les données que fournit l'INED, eh bien, on a pu, ici, mobiliser un outil qui est maintenant extrêmement popularisé, non seulement aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays européens et même au niveau de la communauté européenne, qui est un modèle qui a été proposé il y a déjà plus de 25 ans par James Stock et David Wise, dans un papier célèbre d'Econometrica, et qui permet, particulièrement dans ce cadre-là, d'effectuer des évaluations ex post basées sur des comportements, et c'est là que l'économiste intervient, basées sur des comportements supposés rationnels, des choix rationnels, qui sont fondés sur la comparaison entre l'intérêt à partir en retraite à un âge donné ou à rester et à continuer à travailler. Donc à chaque date, chaque unité de temps, qui est pour nous ici le trimestre, l'enseignant va se poser la question de savoir, en essayant de résoudre ce problème,
ce problème complexe, mais on verra que les résultats, encore une fois, de ce modèle sont particulièrement pertinents, parce que et c'est un modèle qui a fait, c'est ce qui a fait le succès de ce modèle par rapport à d'autres modèles concurrents. Eh bien, on pourra évaluer donc avec cet outil les différents éléments dont je parlais tout à l'heure. Alors, j'ai peu de temps et j'ai peu de temps pour vous présenter l'essentiel de la technique et du modèle. Je vais malheureusement devoir le faire, mais je vais essayer d'être le plus bref possible et le plus didactique possible pour essayer de vous présenter ces, j'allais dire, horribles formules que nous utilisons. Celle-ci n'a rien à voir avec, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. C'est la formule de la pension que perçoivent les fonctionnaires qui partent donc en retraite. Vous le voyez, donc ce taux de pension qui est depuis avant 2003 et depuis 2003 qui reste pour partie basé sur un coefficient taux qui est de 0,75% est multiplié par le point d'indice qui a été donc le point d'indice, vous le savez, des derniers mois d'activité, 6 derniers mois d'activité, multiplié par la valeur du point d'indice, qui sur la période que nous avons retenue, donc de 2000 à 2007, encadrant la réforme de 2003 pour les cohortes nées donc entre 1940 et 1947, cet indice du point est en moyenne de 4,50 €. Cette formule fait intervenir également un ratio, et ce ratio a toute son importance, qui est la longueur, enfin la durée de cotisation dans le service public au numérateur divisé par la longueur, le nombre de trimestres requis par le législateur pour l'obtention du taux plein au dénominateur. Et le minimum entre ce rapport, qui peut être bien évidemment inférieur à 1, dès lors que le fonctionnaire veut partir ou souhaite partir avant d'accéder au taux plein, et 1, donc ce rapport est assez souvent, ou pourra être à l'avenir en tout cas, sera à l'avenir très souvent inférieur à 1, de plus en plus. Alors qu'introduit la réforme de 2003, un accroissement du dénominateur, ici en anglais, donc là, le nombre de... pardon, excusez-moi. Ce dénominateur, donc, qui va croître, passer de 150 à 167 trimestres, et puis un coefficient, ici, qui fait intervenir, selon que l'on part avant l'obtention du taux plein ou après, la décote ou la surcote pour chacun des trimestres, durant lesquels on travaille, enfin, notre fonctionnaire, notre enseignant travaille au-delà du taux plein, enfin du nombre de trimestres requis pour le taux plein, ou en deçà. Alors, il reste quand même un paramètre important et qui a été modifié par la réforme de 2010, en même temps que l'âge d'ouverture des droits, qui est l'âge d'annulation de la décote. Alors, l'âge d'annulation de la décote, il faut bien comprendre en quoi cela joue. Donc, c'est notre, ici, 4e colonne, que vous ne voyez certainement pas, qui, en 2003, faisait passer cet âge de 60 à 65 ans. Aujourd'hui, avec la réforme de 2010, cet âge d'annulation de la décote a cru. Et par exemple, pour l'année 2020, il sera de 67 ans, plutôt que de 65. Et donc, ça fonctionne de la manière suivante. Prenons un exemple. Je l'espère, parlant. Imaginons qu'un enseignant, donc un enseignant de nos cohortes, et non compte tenu de la réforme de 2010, un enseignant décide de partir en retraite en 2015 à l'âge de 63 ans. Cet enseignant a une durée de cotisation de 160 trimestres, alors que la réforme de 2003 prévoyait qu'il aurait dû en avoir 166 à cet âge-là pour accéder au taux plein.
Donc, logiquement, la pénalité devrait s'appliquer sur 6 trimestres manquants. L'âge d'annulation de la décote étant de 63 ans et 3 trimestres, elle ne s'appliquera que sur 3 trimestres. D'accord? Donc, le nombre de trimestres, ici, 3 trimestres multiplié par le taux de décote en 2015, qui était prévu en 2003 pour 2015, qui est de 1,25%. Donc, vous voyez que ce paramètre va limiter, en un sens, l'importance, l'effet de cette pénalité, de cette désincitation. Ce ne sera plus le cas maintenant à l'avenir, depuis la réforme de 2010, car les âges d'annulation de la décote ont été fortement augmentés, ce qui fait que, et en même temps que, vous le savez, le nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein continuera de croître au-delà de 2020, de sorte qu'en 2033, pour les fonctionnaires qui seront nés en 1960, qui sont nés en 1973, qui auront donc 60 ans en 2033, le nombre de trimestres requis pour accéder au taux plein sera, si je ne me trompe, de 172 trimestres. 43 ans. Donc si on entre à 27 ans, 26 ans en moyenne, si on a son CAPES à 26 ans, faites le calcul, vous avez l'âge auquel les fonctionnaires, les enseignants de secondaire pourront accéder au taux plein. Et l'âge d'annulation de la décote sera à ce moment-là bien supérieur à ce qu'il était prévu par la réforme de 2003. Bien. Continuons donc dans notre approche du problème. Un premier graphique qui lui est parlant, aucune technique ici. Donc nous avons pu obtenir par le ministère de l'Éducation nationale des données sur les âges de départ à la retraite des cohortes de 2000, donc nées entre 1940 et 1947. Donc 3 cohortes 2000-2002 avant l'année, enfin 2000-2002, 1940-1942, avant l'année d'introduction, de mise en place de la réforme, 2003, et 4 cohortes, 44-47, après. L'idée étant que, parce que nous avons des fichiers de pension qui vont jusqu'à l'année 2012, nous espérons que 7 plus 5, à peu près, tous nos enseignants seront partis en retraite en 2012. Donc nous avons ici rétrospectivement une image complète et extrêmement précise de la déformation de la distribution des âges de départ en retraite. Et vous le voyez, enfin c'est assez frappant ici, l'histogramme violet représente donc les taux de départ, les proportions de départ en retraite pour les cohortes non affectées par la réforme avant 2003. Les 3 cohortes. L'autre, celui en bordeaux, présente les taux de départ, les fréquences de départ en retraite pour les cohortes affectées par la réforme, donc les cohortes nées entre 44 et 47. Déplacement, bien sûr, vers les âges supérieurs à 61 ans. Au-delà de 61 ans, on a un peu plus de départ, jusqu'à 62 ans et demi, et à 63 ans, pratiquement, et au-delà, nous n'avons pratiquement plus de départ en retraite. Très peu d'enseignants continuent de travailler au-delà de 63. Quelques unités, on va dire, qui ne peuvent pas être prises en compte dans ce genre d'évaluation. Donc vous voyez déjà d'une part que ce graphique est extrêmement parlant. Un premier travail avait été réalisé avec Manuela Baraton et Magali Beffi, publié dans Économie et Statistique, qui montrait par des analyses classiques en évaluation, classique et simple, ce qu'on appelle la méthode des doubles différences, que le taux de départ entre 60 et 61 ans avait été diminué de 9% après l'introduction sur les premières cohortes qui étaient affectées par la réforme, de 9%, ce qu'on retrouve à peu près ici, passant de 80, un peu moins de 80% d'enseignants à environ 70%. Donc 9% en moins d'enseignants qui partent en retraite entre 60 et 61 ans. Donc après, évidemment, ces 9% se répartissent au-delà sur les âges essentiellement allant de 61 jusqu'à 62 ans et demi.
Alors comment... Alors bien sûr, cette statistique peut suffire, mais elle ne suffit ni pour le gouvernement, qui doit imaginer ce que seront ces dépenses afférentes à cette réforme, et ni pour les individus eux-mêmes qui ont besoin de savoir ce que leur bien-être sera une fois la réforme mise en place. Leur bien-être et leurs revenus, bien sûr. Alors pour cela, donc pour essayer de démêler ces différents paramètres, eh bien nous avons eu recours, donc je l'ai dit, à un modèle assez classique que je vais présenter rapidement. Rapidement également parce que je vois que le temps s'écoule et je voudrais en arriver au résultat. Premièrement, donc, rapidement, une description de nos cohortes. Vous voyez que nous avons des personnes, donc des enseignants du secteur public, encore une fois, hein, pas des enseignants du privé, du public, des collèges et des lycées, capétiens, les professeurs d'éducation physique, et pour l'essentiel, alors c'est vrai qu'il y a des différences, mais pour l'essentiel, les principales statistiques descriptives de nos échantillons, de nos cohortes, donc, évoluent assez peu pour les cohortes nées entre 1940 et 1947, à l'exception, bien sûr, de la forte progression du nombre d'enseignants recrutés, nés en 46 et 47, recrutés à la fin des années 60, vous le savez, au moment où, baby boom faisant, les besoins d'enseignants se sont fait pressants, et à ce moment-là, les recrutements ont été très très forts. Donc il y a bien sûr une augmentation du nombre d'observations d'enseignants dans nos fichiers à partir de 46 et 47, enfin nés en 46 et 47. Pour l'essentiel, pas beaucoup de différence en termes de moyenne, que ce soit en termes de proportion d'enseignants qui choisissent le temps partiel en fin d'activité. Il a un petit peu augmenté, c'est vrai, un petit peu augmenté, même de 2 points, passant de 4 à presque 6 points après la mise en place de la réforme. Est-ce un effet de la réforme? Peut-être. Pour l'instant, nous n'avons pas pu, parce que nous avons évité de travailler sur cette question, ça devenait assez complexe, prendre en compte le temps partiel dans notre modèle, mais c'est possiblement un effet de cette réforme que d'avoir augmenté le temps partiel, d'avoir incité les enseignants à passer au temps partiel après la mise en place de la réforme. Pour l'essentiel, on observe aujourd'hui un peu plus de femmes dans nos cohortes d'enseignants, passant de 57% à 60%, entre 40 et 47. Un nombre d'enfants qui, vous le voyez ici, vous semblera assez bas en moyenne. Pourquoi? Parce que nous avons dû éliminer, nous n'avons pas d'informations là-dessus, en particulier les enseignantes, mères de 3 enfants, qui bénéficiaient à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui depuis quelque temps, d'un régime particulier, à savoir qu'elles bénéficiaient de la pension, ou du système de pension, ou des paramètres du système de pension, en vigueur au moment de la naissance de leur 3e enfant. C'est certainement un élément favorisant la politique nataliste. Et donc, pour ces enseignantes, les paramètres de la réforme mise en place depuis 2003 ne s'appliquent pas. Donc, comme nous n'avions pas la date de naissance du 3e enfant, nous étions soit amenés à faire des conjectures ou assez hypothétiques sur la date de naissance du 3e enfant, soit bien ce que nous avons fait, laisser de côté, enfin, ces enseignantes, ne pas les avoir prises en compte dans notre évaluation. Bien. Un cas type qui vous représente ici l'ampleur de la réforme, à un sens. Voici donc un enseignant qui avait cotisé pendant 144 trimestres à 60 ans. Sur la ligne bleue, vous le voyez, il lui manque donc avant 2003, il lui manque à 60 ans 6 trimestres pour obtenir le taux plein, pour avoir 150 trimestres. Donc s'il travaille jusqu'à 61 ans et demi, il obtient bien sûr son taux plein. Et ensuite, il bénéficie d'une pension qui est constante, le taux plein. Si il est dans cette même situation en 2008, après la réforme, vous avez donc sur la courbe rouge
ce que serait sa pension s'il décide de partir à 60 ans et 3 mois, etc. Et vous voyez qu'il atteint le taux plein ici, cet enseignant ou cette enseignante, à 64 ans. Taux plein donc requis ici pour 160 trimestres contribués. Et au-delà, il bénéficie, s'il continue de travailler, évidemment, d'une surcote qui fait augmenter sa pension. Donc la différence est évidemment très significative, mais elle ne va concerner au total, et ça sera justement peut-être un des paradoxes de notre résultat final, elle ne concernera au total qu'une fraction limitée des enseignants partant en retraite à ces âges-là, donc au-delà de 60 ans, puisque la plupart des enseignants au-delà de 60 ans ont, tout au moins pour les cohortes que nous étudions, ont obtenu ou obtiennent assez rapidement le nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein. Alors, voilà, là je passe sur ça, voilà donc la plus mauvaise partie de mon exposé, pas pour moi, mais certainement pour l'audience, qui est la présentation du type de modèle qui est, du modèle qui est utilisé. Alors c'est un modèle qui était, il y a toute une histoire dans la littérature économétrique sur les modèles de retraite, enfin une petite histoire, il y a une longue histoire bien sûr, mais une histoire assez importante qui a lieu au tournant des années 1990 entre essentiellement trois économètres américains, John Rust, qui propose un modèle très complexe de décision dynamique, on va dire, intertemporelle, de passage à la retraite. Modèle si complexe qu'il ne pourra jamais être mis en œuvre, jamais être évalué, donc, sur des données réelles, qui pourraient être certes calibrées, mais jamais estimées, et qui est assez ambitieux dans son objectif, mais qui était également assez limité dans certaines de ses hypothèses. Face à cela, Stock et Wise, pratiquement la même année, une année près, proposent dans une publication, dans Econometrica, donc le papier n'est pas ici présenté parce que je vais redéfinir un petit peu la cuisine de ce modèle-là, du modèle de Stock et Wise, propose un modèle plus simple et qui permet au moins lorsque, ce qui est notre cas, de faire l'hypothèse que les revenus futurs sont certains, ou relativement certains, de faire des prévisions, d'abord d'être estimés, et de faire des prévisions assez convaincantes pour ce qui est bien sûr des prévisions qu'on compare ensuite à ce qui est effectivement observé. Pas des prévisions à l'horizon de 20 ans, mais des prévisions réellement sur ce qui a été observé, des prévisions assez fiables. Donc le modèle de Stock et Wise gagne d'un certain point de vue, et il va être, par rapport à tous ses concurrents, et malgré les évolutions qui ont été apportées à ce modèle, ça reste un modèle de référence. Encore critiqué, par exemple, récemment, un des économistes les plus impliqués dans l'évaluation des réformes des pensions, des systèmes de retraite en Europe, Borsupan en Allemagne, a critiqué certaines des hypothèses de ce modèle, ce qui est tout à fait recevable. Ce modèle repose sur des hypothèses assez simplificatrices. Mais encore une fois, les estimations qui sont faites de ce modèle donnent des résultats assez fiables. Donc, pour être conséquentialiste, pour suivre Milton Friedman, un modèle est bon, non pas parce qu'il a des hypothèses réalistes, mais parce que ses prévisions correspondent à ce que l'on observe. Alors, quelles sont ces hypothèses? Eh bien, l'hypothèse principale, c'est qu'à chaque âge, ici, chaque âge, c'est un âge et un trimestre, ou quelques trimestres, donc l'unité et le trimestre, notre enseignant va choisir entre le fait de se retirer ou le fait de continuer à travailler sur la base d'une comparaison, de l'utilité anticipée, espérée, associée à chacune de ces deux options. Et il va le faire en prenant en compte le maximum de toutes les utilités espérées
à chacun des âges futurs, hein, chacun des trimestres futurs, et si l'option de continuer à travailler en espérance d'utilité est supérieure aujourd'hui à son espérance d'utilité associée à son passage à la retraite immédiat, eh bien il va continuer de travailler. Sinon, il va partir en retraite. Et à chaque période, il refait ce calcul. Alors évidemment, il y a un débat entre économètres et entre économistes sur la règle d'optimalité, la règle de décision est-elle optimale ou pas. Il se trouve que lorsque les revenus futurs sont certains, les deux règles, celle qui est certes, je dirais, plus fondée du point de vue de la rationalité économique et du calcul intertemporel, celle de Rust, équivaut à celle de Stock et Wise, strictement. La démonstration a été faite plusieurs fois et elle figure dans beaucoup d'articles ou de travaux, d'ouvrages qui présentent ces deux modèles comme aujourd'hui vraiment des modèles référentiels pour ce qui est de l'analyse des réformes, de l'analyse structurelle des réformes des systèmes de pension. Alors, dois-je aller dans le détail de toutes ces affreuses, bien que quand même assez routinières pour nous économistes, de ces affreuses formules? Voici ce que serait ici la fonction d'utilité ou la fonction valeur, diraient les économistes, la fonction d'utilité d'un enseignant qui, à l'âge T, la période T, mais ici T représente son âge, décide de partir en retraite à l'âge ultérieur, petit r. Eh bien, il devra actualiser, moyennant un facteur d'actualisation bêta, le flux des utilités indirectes apportées par ses revenus, ses salaires jusqu'à la date de sa retraite, plus le flux actualisé, bien sûr, aujourd'hui, à la date présente, de ses pensions telles qu'elles lui seront versées une fois qu'il sera parti en retraite. Et ce, bien sûr, jusqu'à la date anticipée de son décès. Les économistes ne se gênent pas trop pour imaginer que les gens les fonctionnaires ici, mais les salariés en général, ont des informations relativement précises sur leur probabilité de survie à un certain âge. Alors ceci dit, pas tout à fait faux, hein, c'est-à-dire si aujourd'hui vous allez sur le site de l'INED, si vous appartenez à une catégorie socio-professionnelle donnée, vous avez, et c'est ce que nous avons fait, vous avez la probabilité de survie conditionnelle à un âge donné, sachant que vous avez 60 ans, la probabilité de survie à 65, 70, 85, 90 ans, etc. Alors évidemment, c'est la même pour tout elles ne sont pas ici déclinées en fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment de paramètres de santé qui nous manquent, que nous n'avons pas, mais elles sont supposées connues par les agents, ce qui nous permet ici de passer de cette fonction donc du valeur à une espérance qui tient compte de ces probabilités de survie. Donc c'est un des ingrédients, mais un des ingrédients qui n'est pas estimé, mais qui est ici introduit dans le modèle, qui est supposé connu par nos agents, hein, les probabilités de survie ultérieures. Ensuite, nous allons faire les hypothèses habituelles, à savoir que, enfin celles qui sont faites par Stock et Wise, hein, et nous reprenons l'intégralité de cette, à une différence près de leur modélisation. Donc à savoir qu'à chaque période, notre enseignant calcule la différence entre le flux d'utilité espéré associé à un passage à la retraite immédiat ou bien le flux espéré, l'espérance du flux de revenus associé à la poursuite de son activité. Et la date optimale de retraite sera l'âge qui maximise la première en fait de ces deux quantités, en fait, hein, la première de ces deux quantités, puisque bien sûr, il est tout à fait, elle n'intervient donc cet âge de la retraite que dans la première, on le verra dans la première formule et pas dans la seconde. Et donc tant que cette quantité est négative, l'enseignant continue de travailler. À partir du moment où son âge, l'âge auquel il décide de partir en retraite, fait que cette quantité est positive, eh bien il décide. Donc c'est ce qu'on va noter ici, le R étoile,
de départ en retraite, choisi de manière optimale selon cette règle de décision par l'enseignant, et bien dès que cette quantité devient positive, l'enseignant décide de passer en retraite. Et ce, en connaissance parfaite du système donc, de cotisation, enfin de pension, disons, des paramètres du système de pension qui ont été mis en place en 2003 et de ses probabilités de survie. Alors pour quelques autres ingrédients qui permettent de faire de l'économétrie, d'abord choisir une fonction d'utilité indirecte. Là aussi, il y a eu beaucoup de débats sur quelle fonction d'utilité choisir, etc. Donc nous restons fidèles ici à Stokke-Wise après d'autres tentatives. Les fonctions d'utilité avec aversion relative face au risque sont très souvent choisies. Alors il faut dire quand même que notre article, après un article de Belloni et Alessi, publié en 2013, est le seul, à ma connaissance, à avoir exactement, intégralement estimé le modèle sur l'ensemble des périodes, et non pas sur une seule période, ce qui est la facilité, hein, c'est-à-dire sur l'ensemble des dates qui séparent donc l'âge de 60 ans de l'âge de passage à la retraite. Donc, ce qui rend évidemment l'estimation un peu plus complexe. Alors ces fonctions d'utilité, qui sont donc ici les fonctions d'utilité à gauche dans la situation d'emploi ou dans la situation de retraite, à droite, sont affectées d'un terme aléatoire, un choc autocorrélé persistant. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses ne sont pas observées, bien sûr, notamment l'état de santé, notamment le patrimoine ou la richesse de nos agents, aussi de nos agents de la fonction publique, de nos fonctionnaires, de nos enseignants. Et donc cette persistance va être traduite par, et c'est une façon extrêmement fruste, c'est vrai, de l'introduire dans le modèle, cette persistance va être prise en compte par ces coefficients, par ces variables aléatoires, oméga et xi. Alors bien sûr, vous savez combien les économistes aiment la Grèce et les lettres grecques, et donc ce sont ces deux éléments aléatoires ici qui contiennent toute la partie non observée, je dirais, mais spécifique à chaque individu, variant dans le temps, des chocs qui peuvent perturber les utilités de nos enseignants. Alors, une chose qui est à noter, si j'arrive à pointer correctement, c'est que voilà, ce paramètre K. Ce paramètre K va avoir une importance tout à fait particulière. Il est déjà présent dans le modèle de Stokke-Wise, il est présent dans toutes les applications qui en ont été faites, plutôt simples ou plutôt compliquées, simplifiées ou exactes. Ce coefficient, c'est pour l'essentiel, pour le dire vite, un coefficient de préférence pour le loisir. Alors lorsqu'on dit ça, évidemment, tout de suite, une réaction, ça veut dire tout simplement que, inversement, nos enseignants ont, à partir de 60 ans, une certaine désutilité pour le travail. Ça devient pénible de continuer d'enseigner, surtout peut-être dans des conditions, et on y reviendra en conclusion, dans des conditions difficiles. Et donc, 1 euro perçu, 1 euro de salaire n'équivaut pas à 1 euro, strictement, en termes d'utilité, perçu en situation de retraite, donc ici de non-emploi, hein, sans avoir à affronter des classes plus ou moins disciplinées, plus ou moins attentives, etc., etc. Et donc l'importance de ce coefficient, qui dans notre estimation, et ça nous a beaucoup étonné, est très très comparable à ce qui a pu être obtenu par Stokke-Wise ou avec des groupes de salariés très différents, secteur privé, ou par Belloni et Alessi en Italie, joue un rôle très important dans les simulations finales que nous avons réalisées. Bon, je dois passer rapidement sur ce modèle, pour dire qu'évidemment, après un petit peu de calcul, mais extrêmement simple, hein, bon, certains d'entre vous peuvent les refaire, ou peuvent les refaire avec leurs étudiants, il n'y a rien de très difficile là-dedans, même si les formules paraissent comme assez complexes. Eh bien, ce modèle, en fait, va déboucher sur une économétrie qui est assez simple, une économétrie telle que nous pourrons pratiquement déduire, d'abord pour une période ou pour plusieurs périodes,
pour une période, c'est-à-dire par exemple à l'âge de 60 ans, à l'âge de 61 ans, etc. seulement, la probabilité de partir en retraite ou de continuer à travailler en fonction non pas ici d'une forme linéaire ou d'une régression linéaire telle qu'on le fait habituellement, que ce soit dans les méthodes de différence, double différence ou de régression avec discontinuité, etc., qui sont plus ou moins ad hoc et qui ne sont pas forcément déduites d'une théorie économique, certes, qui est toujours réductrice, mais qui au moins fait l'effort d'intégrer dans sa présentation des coefficients, ou des paramètres qui font sens pour les économistes. Préférence pour le présent, préférence pour le loisir, aversion au risque. Alors, bien sûr, les formules peuvent changer, mais enfin, on s'approche ici d'un comportement dont on pense, nous économistes, et puis d'autres aussi d'ailleurs, qui ne sont pas économistes, je pense à certains de nos collègues en sciences sociales, pensent qu'il agit au-delà de la simple correction que l'on apporte dans les modèles de régression avec discontinuité ou double différence par, disons, des variables dites de contrôle, l'âge, le sexe, etc., avant ou après mise en place de la réforme. Et qui sont assez peu au total, qui sont certes, qui peuvent être extrêmement robustes, mais qui sont assez peu en termes d'exercice, je parle. Bien sûr, les exercices sont nombreux. On ne prétend pas ici à une vérité, entendons-nous bien. Il y a des débats sur ce thème-là, et je pense qu'aucun économiste sérieux n'abondera dans ce sens. Tous les exercices en termes de spécification sont possibles. On sait que certaines spécifications ont été critiquées, d'autres sont plus ou moins validées. Au total, encore une fois, un modèle économétrique structurel, ça se compare, ces résultats se comparent à ce qu'on observe. Donc lorsqu'on a affaire à plusieurs périodes, c'est-à-dire un agent qui part par exemple à 63 ans, 62 ans et demi, il faut tenir compte du fait qu'il n'est pas parti en retraite à 60 ans, à 61 ans, à 60 ans et demi, à 61 ans et demi, etc., etc. Et puis qu'il décide de partir parce qu'il fait ce choix rationnel à l'âge de 62, je ne sais plus ce que j'ai dit, 62 ou 62 ans et demi. Donc on a évidemment des contributions à une fonction qu'il va falloir optimiser, dite fonction de vraisemblance, optimisée dans les paramètres du modèle, qui devient un peu plus compliqué à traiter, mais grâce à des hypothèses liées associées aux hypothèses qu'on fait sur les hypothèses de stationnarité essentiellement, qu'on fait sur les persistances, j'en ai parlé tout à l'heure, des chocs d'une période à l'autre, eh bien on peut, par des techniques de maximum de vraisemblance simulée, pour l'essentiel, venir à bout de cette difficulté que représente l'estimation d'une fonction de vraisemblance. On ne minimise pas la somme des carrés des résidus, comme on pourrait le faire dans d'autres techniques plus simples. Ici, on a une fonction objectif un peu plus compliquée à maximiser. On la maximise donc dans les paramètres structurels du modèle. Et l'identification de ce modèle, me direz-vous, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient essentiellement du fait que nous avons trimestre par trimestre, une variation des taux de départ induits, des taux de départ en retraite, induits par la mise en place de la réforme. Déformation qui est ici extrêmement visible, puisqu'elle est représentée pour les cohortes, 3 cohortes avant, les 3 cohortes après la réforme, par des histogrammes, et qui montrent très clairement le déplacement vers les âges supérieurs à 61 ans des départs en retraite. Donc cette modification, comme le serait, je dirais, des analyses de régression beaucoup plus simples, cette déformation est la base et la source de l'identification de ce modèle. Et c'est la première fois d'ailleurs que ce modèle est utilisé, à ma connaissance, le modèle complet est utilisé pour l'analyse d'une réforme. Oui, je vais conclure. Alors je vais conclure d'abord en vous disant que l'équivalent d'un certain nombre de tests qu'on fait dans les doubles différences sont possibles dans ces analyses-là. Ici, nous avons par exemple
montrer que les âges d'entrée dans la fonction publique ne sont pas modifiés pour les cohortes qui ont été affectées par la réforme. Et comment l'aurait-il été? Parce que, je veux dire, lorsque nos enseignants ont décidé de passer le CAPES ou ou de commencer leur activité d'enseignant, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passerait en 2003. Bon, après, je passe un petit peu sur des aspects techniques, sur la façon dont nous avons obtenu les données, deux fichiers complexes qu'il a fallu apparier, sur le fichier d'examen des droits à pension, qui est généralement ouvert pour les fonctionnaires, pour les enseignants à l'âge de 57 ans, et ensuite le fichier des pensions pour les générations, pour les années, disons, allant de 98 à 2012. Donc, fichier qui contenait l'intégralité de nos observations de départ en retraite pour les cohortes nées entre 40 et 47, à l'exclusion de la génération pivot 43, qui avait 60 ans en 2003. Bon, ici, laissons de côté la colonne, c'est juste un exercice qui permet de montrer que, passant d'un modèle, disons, en une seule période à un modèle complet sur plusieurs périodes, enfin sur l'intégralité des périodes, bien sûr, les coefficients changent. Lorsque quelques commentaires. D'abord, le coefficient d'aversion relative au risque est de 0,49. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enseignants, selon ce qui a un certain nombre d'expérimentations, je fais référence notamment à un papier d'Holt et Lowry dans l'American Economic Review, publié en 2002, nos enseignants sont averses au risque, mais de manière assez habituelle. Ils sont ni, selon les terminologies habituelles, riscophobes ou riscophiles, ils sont ils sont à peu près comme se comporteraient beaucoup d'autres salariés du secteur public, ou privé, pardon, excusez-moi. Selon les études qui ont été faites, bien sûr, et qui estiment ce genre de modèle. Par contre, vous le voyez ici, le coefficient de préférence pour le loisir, qui est de 1,23, ou l'inverse, qui serait donc l'inverse de ce coefficient, qui serait la désutilité du travail, est assez important. Ça veut dire que 1 euro de salaire correspond à 1,23 euros en termes d'utilité en situation de retraite. Et cette utilité, ce coefficient de préférence pour le loisir augmente lorsque l'épouse, nous avons cette information, a plus de 60 ans, ou diminue lorsqu'il y a encore des enfants en bas âge de moins de 20 ans dans le ménage. Donc, ce sont à peu près les seules informations démographiques que nous avons dans le fichier administratif. Et vous voyez que les coefficients sont non seulement significatifs, mais ont des signes attendus. Et là, encore une fois, ce 1,23, et je ne saurais pas vous dire pourquoi, correspond tout à fait dans les clous de ce que trouvent Stockewise ou Belloni et Alessi, Stockewise sur données américaines, Belloni et Alessi sur données italiennes. Donc nous sommes vraiment étonnamment, avec une réforme qui a sa spécificité, vraiment dans des comparaisons, possibilités de comparaison tout à fait significatives. Et alors lorsqu'on compare ensuite les taux de départ que l'on observe dans nos cohortes affectées par la réforme à ce qu'estime le modèle, le taux estimé est en vert, à l'exception vraiment des âges limites, 62 ans et demi et 63 ans, je vous rappelle qu'au-delà on n'a plus personne, où on a ici une différence, mais on a très très peu d'observations. Alors bon, il va falloir peut-être qu'on essaie un petit peu d'améliorer cette affaire-là, mais pour l'essentiel, en agrégé, en moyenne, le taux de départ prévu par le modèle est exceptionnellement proche du taux observé. Deuxièmement, après, à partir de là, on peut faire un certain nombre d'exercices. Annulons, par exemple, la décote. Annulons la décote, ou même mettons-la à son niveau maximum, celle qui sera en vigueur, ou qui devrait être en vigueur s'il n'y avait pas eu la réforme de 2010, à partir de 2015 jusqu'en 2020. Donc, égale au taux de surcote. Aucun effet. Aucun effet. Donc la désincitation ici n'a aucun effet. Ça semble a priori un petit peu perturbant, parce qu'on se dit, bon, a priori, ça devrait quand même jouer. Certes, la décote est faible. Certes, il y a un âge d'annulation de la décote qui, avec la réforme de 2003, est encore assez bas. Donc bon, tout ça ne devrait pas trop compter, mais quand même devrait compter un peu. Mais non, ça ne compte pas du tout. Qu'on l'annule ou qu'on la multiplie par 2 ou 3 ou 4 ici même, ça ne change rien. Ça ne change rien pour l'essentiel. Pourquoi? Parce que sur ces cohortes-là, le taux, la proportion d'enseignants qui étaient
ou qui étaient potentiellement affectés par cette décote au moment de leur passage en retraite était inférieur à 15%, donc très très faible. Donc au total, en moyenne, pas de modification sur les âges de départ en retraite. La surcote, elle, à l'inverse, joue. Son annulation, vous le voyez, augmente les taux, c'est le trait orange en pointillé, augmenterait les taux de départ en retraite. Sa mise en place à un niveau maximum, celui qui était prévu en 2003 pour 2015-2020, aurait fortement diminué assez significativement les taux de départ en retraite. C'est la courbe en orange avec des petits triangles. Donc au total, alors après on peut faire un autre exercice qui est à partir des cohortes dont nous disposons, c'est-à-dire et en supposant que les probabilités de survie restent les mêmes. Bien sûr, évidemment, c'est une hypothèse forte. Malheureusement, on pensait qu'elle continuerait d'évoluer dans le bon sens, ces probabilités de survie, puis nous avons eu un petit choc l'année dernière lorsque l'INSEE nous a appris que tout d'un coup, l'espérance de vie en France avait diminué. Il va falloir voir si cette tendance persiste, mais c'est un petit caillou quand même dans la chaussure de ceux qui pensent à faire évoluer le système de retraite en fonction des espérances de vie. Donc voilà deux courbes qui sont les simulations. Alors bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la cuisine, mais bon, je peux le faire bien sûr. Mais de ce que serait l'âge moyen de départ en retraite, ce que serait devenu l'âge moyen de départ en retraite si on avait appliqué à ces cohortes 44-47, donc juste après la réforme, les différents paramètres de la réforme, année par année, donc dès 2004 par exemple, les paramètres de 2015, etc., etc. Donc la réforme à plein, non progressive. Et vous voyez que la courbe rouge représente la moyenne après simulation, donc la moyenne des âges de départ en retraite. Alors bien sûr, on atteint un plateau à partir de 2015 parce que les paramètres ne changent plus, mais un plateau qui est à 61 ans. Donc en gros, en moyenne, bien sûr, il faudrait ici apporter des informations, ce qu'il nous reste à faire aussi, il reste pas mal de travail à faire sur ce papier, mais sur la dispersion, la variance des départs d'âge en retraite, mais pour 4 ans de contribution supplémentaire requise pour obtenir le taux plein, dans l'âge moyen de départ en retraite, là c'est vraiment une observation qui est faite sur des retraites sur des cohortes qui sont entièrement partis à la retraite, passe à 61 ans. Tout ça pour ça. Alors bien sûr, et c'est le miroir c'est l'exact parallèle de cette courbe, le volume total de salaire qui doit être versé par l'État à ces fonctionnaires qui prennent leur retraite au-delà de 2004, eh bien, il augmente même sensiblement, il passe à il est multiplié par 2. Uniquement sur cette tranche d'âge. Je ne parle pas ici de l'ensemble des enseignants. Des enseignants capétiens, détenteurs du CAPES, qui prennent leur retraite après 60 ans. Et au total, lorsque l'on fait la différence, une analyse coût-bénéfice, qui n'est absolument pas, attention, une analyse prévisionnelle ici, nous n'avons absolument pas cette ambition, et nous ne pourrions pas le faire en toute rigueur. Mais lorsqu'on fait une analyse de l'évolution du coût de cette réforme, de l'évolution du coût de cette réforme, plutôt de la dépense publique évitée par cette réforme, courbe en bleu pour la puissance publique, vous voyez que s'il n'y avait pas eu la réforme de 2010, on aurait eu une fois, bien sûr, les salaires, il faut verser des salaires, mais il faut aussi verser des pensions. Donc on se dit, mais c'est vrai, c'est ce qui est bien sûr court, ce qui est l'intuition première. On fait travailler les gens plus longtemps, donc on leur verse des salaires. Comme ils travaillent plus longtemps, leur indice salarial en fin de carrière sera plus élevé, ou risque d'être plus élevé. Ils vont vivre plus longtemps, donc il va falloir leur verser des pensions. Donc tout ça devrait coûter. On espère, bien sûr, par quel calcul, certains font des calculs théoriques très savants et parfois extrêmement pertinents, que ça va dégager des emplois dans notre secteur de l'activité ou en créer. Mais au total, l'État devrait payer plus. Pas de raison qu'il paie moins. Il paie moins. Et pourquoi ? Parce que, à cause de ce facteur
de désutilité du travail qui est très élevé. Un certain nombre de fonctionnaires, même s'ils sont ici assez peu nombreux, vont préférer, et on l'observe dans les données, vont préférer partir avec une décote plutôt que de continuer à travailler au-delà, pour l'essentiel, au-delà de 60 ans, de 61 ans et demi. Et donc, évidemment, cette décote, elle permet, appliquée à ces fonctionnaires, elle permet à la puissance publique de faire des économies. Ce qui permet de... Alors, évidemment, si on s'arrête en 2010, qui est au milieu du graphique, ici, on s'aperçoit que le coût évité, en termes de pension plus salaire, enfin, pension compte tenu des salaires qu'il faut verser, aurait été de 6%. 6 et 7%, 6 et 2,5%. Ce qui n'est pas négligeable. Et on voit bien que pour la réforme de 2010, qui reste à évaluer complètement, pas simplement en disant « Ah oui, les gens de 61 ans travaillent avec plus, ou de 62 ans, ou de 63 ans, travaillent avec plus ou moins de... » C'est normal, je vous dire. Vous augmentez l'âge de départ en retraite de 2 ans, les gens travaillent jusqu'à 62 ans. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça apporte comme bien-être? Ça, c'est la vraie question. Et bien sûr, ce sont des exercices encore extrêmement périlleux dans le sens où il faut bien sûr utiliser des hypothèses. Toutes ces hypothèses sont réfutables. Ce sont des applications certes un peu difficiles à manipuler, les programmes sont des programmes un peu lourds à écrire, mais une fois qu'ils sont mis en place, on peut assez facilement simuler un certain nombre de choses. Alors je sais que c'est encore une culture qui est peu développée en France, je finis, mais c'est une culture qui me semble qui devrait être à l'ordre du jour dans la communauté académique, pour autant qu'elle ait accès aux données. La question des salariés du secteur privé reste entière, et là, les modèles seront forcément beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Et de ce point de vue-là, notamment dans le secteur public, l'accès aux données est difficile. Et je le dis très franchement, si je n'étais pas conseiller scientifique au ministère de l'Éducation nationale, je n'aurais pas eu accès à ces données. Ce qui est fait par le corps et par les gens qui travaillent avec le corps, je pense à l'INSEE, à la DARES, etc., est très sérieux, mais basé sur un certain nombre d'hypothèses et de simulations, voire de micro-simulations, qui sont un petit peu des boîtes noires pour les académiques. Boîtes noires qui, par ailleurs, ne sont pas discutées dans la sphère académique au niveau international, ou très peu. Donc, effectivement, la difficulté au-delà de cet exercice, c'est d'imaginer ce que les réformes et ce que la réforme récente de 2010 et celles qui viendront, car il y en aura encore une, va avoir comme conséquence, je l'ai dit, une difficulté de plus en plus grande d'obtenir le taux plein de pension, avec une désutilité du travail et des questions liées à la santé. Et nous avons commencé un travail sur ce thème, sur les effets de cette réforme de 2003 sur les arrêts maladie de nos enseignants. Je ne vous en dirai rien parce que il y a des résultats. Là, il faut encore pouvoir les robustifier. Donc il y a peut-être des coûts induits aussi à faire intervenir dans tous ces calculs. Et au total, entre, je dirais, un certain nombre de simulations qui sont faites par certainement celui des conseils qui a été mis en place ces 20 dernières années le plus sérieux, le Conseil d'orientation des retraites, tant pis pour les autres, mais je trouve que le travail qui est fait est beaucoup moins sérieux. Malgré ce sérieux, il reste encore, je crois, beaucoup de choses à faire pour évaluer complètement et sérieusement, du point de vue des économistes, et encore ici, l'exercice qu'on fait est extrêmement partiel, ces réformes de système de pension. Merci. Merci Monsieur Fougère pour votre présentation, votre exposé. Donc, il y a peut-être quelques questions dans la salle. Bonjour, Thomas Barnier de l'Université Paris-Est-Créteil. Merci beaucoup pour votre propos très intéressant. Je m'interroge sur la préférence pour le loisir et dans ces modèles
qui s'appuie souvent sur le Stockawise, bien sûr. J'ai le sentiment qu'on ne tient pas compte des différents dispositifs de cessation anticipée d'activité et leur influence très importante sur les comportements. Il me semble que pour la fonction publique, les dispositifs carrière longue, dont l'effet a été majeur à partir de 2004-2005, qui a plus que contrebalancé l'effet de la réforme avec les paramètres structurels dont vous nous parlez, ça a été absolument majeur sur la préférence pour le loisir. Et en plus, c'est variable dans le temps, dans votre fenêtre d'intérêt. Donc c'est pas fixe dans le temps, ça varie et ça impacte différemment les agents économiques. Donc il y a une forte hétérogénéité, il me semble. J'ai du mal à savoir comment vous allez en tenir compte. Par ailleurs, vous avez aussi le dispositif de dispense de recherche d'emploi qui a été mis en place donc, en 84, et pareil sur la période qui subit des variations importantes et qui concerne aussi les fonctionnaires, avec un pic en 2006, abrogé en 2008 et supprimé totalement en 2012. Donc là aussi des incitations qui fluctuent dans le temps, donc avec une hétérogénéité temporelle variable et individuelle aussi. Et donc je me demande de quelle manière votre coefficient, le K0, ne serait pas sous-évalué finalement, alors qu'il est déjà important, et qui ne serait pas sous-évalué du fait de la non prise en compte, me semble-t-il, de ces paramètres-là. Merci. Non, c'est une excellente remarque. Alors bon, évidemment, la réponse est facile parce que nous n'avons pas eu accès à ces informations. On nous a permis d'accéder à des informations déjà assez précises et, nous dit-on, assez sensibles. C'est généralement l'adjectif qui est utilisé quand le chercheur frappe à la porte d'un ministère pour avoir des données publiques. Ce sont des données sensibles. Donc effectivement, nous n'avons pas l'information sur les cessations progressives d'activité et nous avons bien conscience que ça peut effectivement avoir des impacts sur les estimations. Alors, est-ce que ça sous-évalue notre paramètre de préférence pour le loisir ? Probablement. Alors, les calculs, alors c'est tout à fait différent. Enfin, comment en tenir compte ? Alors, c'est assez complexe parce que ça voudrait dire que notre modèle est un modèle à plus de 2 états. Et la prise en compte du temps partiel dans un modèle comme ça est possible, sauf qu'évidemment, on revient à des règles de décision beaucoup plus complexes, du type de celles qui sont proposées par Rust, parce que l'espace d'état étant à ce moment-là multiplié, et les transitions possibles plus complexes. Donc la facilité toute relative de mise en œuvre de ce modèle est à laisser de côté. Il faut aller vers des modèles plus complexes, avoir l'information. Alors, il y a un papier récent de Borschupan qui est de 2015, me semble-t-il, petite note, dans laquelle, effectivement, sur la base de calculs, de simulations, et non pas d'estimations, parce que les seules estimations qui ont été faites par Borschupan sont des estimations assez simples, finalement. C'est pas une critique, hein, mais montre que, effectivement, la prise en compte enfin, alors lui intervient sur la forme de la fonction d'utilité et la prise en compte d'autres formes de fonctions d'utilité, d'aversion face au risque, de préférence pour le loisir, pourrait faire que le coefficient de Stockawise serait systématiquement, le coefficient K, le coefficient de préférence, serait sous-estimé. Ce qui, en un sens, veut dire que j'ai ici, j'aime pas dire ça en réalité, parce qu'il y a toujours un peu d'arnaque quand on dit ça, c'est la réponse d'économètre. Une borne inférieure, ce qui voudrait dire qu'effectivement, possible que tous les paramètres toutes les simulations qu'on ait faites soient des bornes inférieures et donc autant de difficultés de mise en œuvre de systèmes qui se veulent incitatifs ou désincitatifs et qui se heurtent à une désutilité du travail, disons-le comme ça, qui est, pour ces enseignants, je parle pas pour nous sommes très heureux, regardez, dans des universités magnifiques, des étudiants magnifiques, des collègues magnifiques, on peut travailler longtemps, on reste jeune, mais pour des enseignants qui sont dans et il doit y en avoir ici, dans des secteurs plus difficiles, travailler au-delà d'un certain âge, ça représente une certaine désutilité. Et ça, à part des calibrations qui sont faites au doigt mouillé, on n'a pas pour l'instant de... Vous avez raison, c'est une tentative, c'est un exercice, et il se trouve que cet exercice donne à peu près, dans des configurations ou dans des pays différents, à peu près la même valeur. Mais vous avez absolument raison, la cessation progressive d'activité et les autres dispositifs ne sont pas pris en compte ici, tout simplement parce que nous n'avons aucune information. Alors après, on pourrait
faire des conjectures, mais ça reste, on nous dirait, ce que vous faites, on n'y croit pas parce que vous avez fait telle ou telle hypothèse et les données ne le confirment pas. Mais merci pour cette remarque, elle est tout à fait pertinente. Vous avez d'autres questions? Ah, je vais aller juste très vite. Tu as dit assez rapidement que vous aviez enlevé effectivement de votre échantillon les personnes, donc si j'ai bien compris, qui ont plus de 2 enfants, 3 enfants et plus, enfin, donc 3 inclus du coup. Donc je voulais savoir justement quelle proportion du coup ça induit. À mon avis, c'est assez important. Ouais. Et deuxièmement, la question que je me demande du coup, mais enfin, c'est quand même, tu passes très vite dessus, alors qu'à mon avis, c'est s'il n'y a pas un petit, du coup, un biais en te disant que finalement, les personnes qui ont 3 enfants et plus, peut-être qu'elles ont une préférence pour le loisir plus marquée. Donc intrinsèquement, si j'ai des enfants, c'est que finalement, j'accorde une importance à ma vie familiale, enfin, en arbitrage. Et puis également, du coup, pour l'âge de départ à la retraite, une valorisation plus grande de la production domestique, puisque tu peux t'occuper de tes petits-enfants. Donc voilà, donc ce qui du coup irait dans le sens de finalement de ton assertion, qui est que ça contribuerait finalement à un impact encore plus modéré, puisque ça augmenterait la préférence pour le loisir. Mais voilà, je me demande s'il n'y a quand même pas un petit effet quand même à mettre un petit peu dans la balance. Regardez déjà si entre 1 et 2 enfants il y a une différence, et pouvoir regarder si ce taux-là il modifie en fonction du nombre d'enfants. Alors d'abord, avec les données dont nous disposons, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'il y a une difficulté intrinsèque à savoir ce que serait la pension versée à des enseignantes qui ont plus de 3 ans, qui ont 3 enfants ou plus. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, du coup, on peut faire des exercices en imaginant quelque chose comme l'âge moyen auquel les femmes ont leur 3e enfant lorsqu'elles en ont 3. Ah, ça, on ne l'a pas su. Très honnêtement, on ne l'a pas su parce que ce n'était pas dans nos données. On a troqué. Non, il doit y avoir une proportion assez conséquente. Et une des questions qui... Alors, c'est une question bizarre, mais qui serait de savoir si la réforme a modifié, bien sûr, cette proportion. Non, on n'a pas. Je pourrais éventuellement revenir vers le fournisseur de données, mais on n'a pas. Et Par contre, ce qu'on sait, c'est que pour les couples qui ont moins de 3 enfants, seul joue, là on a pu l'estimer, parce qu'on n'a pas la présence, on ne sait pas si l'enfant est présent dans le ménage ou pas, mais la présence d'un enfant de moins de 20 ans. Seul joue ça, et pas le fait d'avoir 0, 1 ou 2 enfants. Et ça joue sur la préférence sur la désutilité du travail. Et pas dans le sens attendu, c'est-à-dire que ça joue négativement, c'est-à-dire que ces personnes-là, ces enseignants, continuent plutôt de travailler, ont une préférence pour le travail, désutilité du travail plus faible. Parce qu'ils ont un enfant de moins de 20 ans. Et donc c'est pas... je ne peux pas répondre à ta question complètement. Pardon, excuse-moi, je n'entends pas. Je sais pas, tu peux faire toutes les hypothèses que tu veux.